un nez, une bouche, deux yeux, deux oreilles. Vos mains servent à manipuler des objets. Vous êtes capable de vous déplacer sur deux jambes. Allez aussi vite que vous le souhaitez. Vous avez un peu de poils sur le torse, en dessous des aisselles. Et bien entendu, vous aimez les bananes. Si parmi ces critères, il y en a 4 qui correspondent à vous, eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous êtes un sage. Bonjour, je m'appelle Joël Monzé, docteur en neurosciences et directeur de l'Institut du développement de l'enfant et de la famille. Cette petite introduction avec le sage, pour vous montrer un petit peu comment fonctionnent les critères qu'on va retrouver souvent sur Internet et qui vous permettent de déterminer si vous avez ou n'avez pas un problème de santé mentale. Si on reprend l'histoire du sage, les 5 critères dont je vous parlais, la physionomie du visage, les mains, la capacité de se déplacer sur deux jambes, avoir un peu de poils et aimer les bananes, eh bien figurez-vous que le sage n'en rencontre que 4 sur 5 des critères. En effet, si vous avez le choix, en fait plutôt si le sage a le choix entre avoir une banane ou avoir une pelure de banane, il choisira toujours la pelure de banane préalablement à l'usage ou le fait de manger plutôt sa banane. Pourquoi? Parce que les fibres de la pelure de banane sont essentielles pour son système digestif de manière à digérer. Mais souvent, nous autres, on a une idée que le sage aime la banane. Bref, les critères, quand on en remplit 4 sur 5, eh bien à ce moment-là, on peut dire ou faire dire des choses à la science que la science n'a probablement jamais dites. Pourquoi? Parce que quand on prend des critères, bien souvent les critères sont utilisés en première ligne. Par exemple, quelqu'un arrive à l'urgence à l'hôpital, va voir un psychologue, va voir un médecin. On doit déterminer rapidement si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour quelqu'un de son entourage. Donc des critères sont très très intéressants. Le problème, c'est que sur Internet, on retrouve de plus en plus de critères qui sont inclusifs, là où on devrait peut-être faire attention et procéder de manière exclusive. Par exemple, l'impulsivité, la distraction, l'hyperactivité. Oui, parfois, les personnes qui sont atteintes de ce genre de symptômes-là vont avoir un déficit en dopamine dans leur cerveau qu'éventuellement une molécule peut arriver à corriger. Mais ces mêmes comportements peuvent originer d'un paquet d'autres zones du cerveau et ne pas avoir une relation directe ou indirecte avec le fameux TDA ou le TDAH, déficit d'attention avec ou sans hyperactivité. C'est la même chose pour les pleurs. Bien souvent, les pleurs sont utilisés comme un indice de dépression. Et c'est vrai que parfois, la personne qui est très déprimée va se mettre à pleurer beaucoup. Le seul problème, c'est que les hommes déprimés, ça ne fait pas partie de leur manière de s'exprimer. Au contraire, ils vont se refermer. Par ailleurs, les pleurs sont libérateurs. Les pleurs, en fait, ça fait partie de la guérison. Donc, quand on est capable de pouvoir arriver à exprimer toute la peine qu'on a à l'intérieur de nous, même si parfois ça prend plusieurs semaines avant qu'on arrête de pleurer, c'est certain qu'il y a des pauses, on s'entend, mais ça reste que parfois, les pleurs vont libérer des tensions et des douleurs psychologiques qui datent de plusieurs années, voire de plusieurs dizaines d'années. Donc, les pleurs font partie de la guérison et ne sont pas nécessairement un indice d'un trouble en santé mentale. Donc, l'usage des diagnostics, l'usage des critères diagnostiques, quand ils sont mis ou utilisés d'une manière trop générale, qu'on se retrouve trop facilement dedans, il vaut mieux toujours s'en inquiéter et se référer justement à des personnes qui ont plus l'habitude de faire des diagnostics différenciés. Par exemple, quelqu'un qui a grandi avec un parent qui a une tendance dépressive. Eh bien, parfois, cette tendance dépressive qu'on a vue chez le parent pendant des années, on va l'appliquer pour notre propre comportement. Pourquoi? Parce qu'on pense que c'est comme ça, c'est un modèle, on appelle ça un patron de comportement qui sont bien enregistrés dans notre cerveau et qui vont nous donner une idée. Au même titre que vous avez une manière de vous brosser les dents, de couper les légumes ou de cuire certains aliments que vous avez vus chez vos parents précédemment. Donc, ce sont des patrons de comportement qui n'ont rien à voir avec un trouble en tant que tel. Dans une ancienne chronique, je vous ai expliqué à quel point l'impulsivité était très importante. Pourquoi? Parce qu'elle déclenche des mécanismes qui vont faire en sorte que, soit dans une situation de danger, on va avoir la meilleure réaction possible et imaginable, soit quand notre enfant tombe dans la piscine ou quand l'enfant tombe dans une rivière, le parent
va plonger au mépris de sa vie pour sauver son enfant, coûte que coûte. Ça fait partie des comportements normaux, ça fait partie d'un héritage que je considère être très riche et qui n'est pas nécessairement quelque chose qui représente un trouble de santé mentale. C'est certain que l'impulsivité, elle va être très dérangeante en classe. Elle peut être dérangeante aussi quand on doit faire ses impôts, par exemple. Il y a beaucoup de personnes qui vont procrastiner, qui vont avoir de la misère à se concentrer ou qui ont de la misère simplement à envoyer leurs factures. Pourquoi? Parce que notre rapport à l'argent est parfois compliqué. Quelque part, on veut de l'argent pour pouvoir vivre d'une manière décente et pouvoir s'offrir toute une série de choses confortables, de vacances et autres, mais en même temps, notre rapport à l'argent est très complexe. Donc, la procrastination, la difficulté d'envoyer des factures, la difficulté de faire son rapport d'impôt, ça peut être lié à de l'hyperactivité ou de l'impulsivité, mais ça peut être lié aussi à une grande anxiété parce qu'on n'a pas résolu notre relation à l'argent en tant que tel. Donc, bien souvent aussi, on va trouver sur Internet des outils ou des critères qui sont décrits comme étant en fonction d'une normalité. Mais c'est quoi la normalité? Est-ce que vous êtes comparable à vos frères, vos sœurs? Est-ce que vous êtes comparable à vos collègues? Est-ce que vous êtes comparable à vos voisins? Oui, bien sûr, l'être humain a une tendance à se comporter d'une manière ou d'une autre relativement similaire. On peut trouver des comportements qu'on retrouvera chez l'ensemble des êtres humains, même ceux qui ne se sont jamais reconnus. Il y a un ethnologue que j'aime beaucoup qui s'appelle Joseph Campbell, qui est entre autres à l'origine avec George Lucas des Star Wars, d'accord, qui a passé sa vie à montrer à quel point il y a des comportements qu'on va retrouver dans tous les contes, dans toutes les cultures, quelles qu'elles soient, et ça fait partie ou ça ferait partie de notre inconscient collectif et des manières de se comporter d'une manière particulière. Mais en même temps, nous sommes des êtres profondément différents les uns des autres et un critère diagnostique peut coller à une personne comme étant un trouble de santé mentale ou un indice de trouble de santé mentale plutôt, ou en même temps simplement un comportement normal et naturel chez cette personne-là, sans que ce ne soit un problème en tant que tel. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on va souvent entendre parler que le problème de telle personne, c'est neurologique. Que ce soit votre enfant, votre voisine ou votre voisin, on va dire son problème, c'est neurologique. Mais ça veut dire quoi, c'est neurologique? Est-ce que vous le savez? En fait, quand on dit c'est neurologique, on dit tout et on ne dit rien en même temps. Le fait que je vous parle pour l'instant, c'est neurologique. Le fait que je bouge mes mains en même temps que je suis en train de parler, il y a une coordination entre ma parole, mes mots et mes mains qui fait en sorte que je peux m'exprimer. Même si on ne les voit pas nécessairement à l'écran continuellement, ça reste que c'est neurologique. L'affection que j'ai pour des personnes, elle est à base neurologique. L'amour que j'ai pour mes enfants ou pour ma femme, elle est neurologique. Bien entendu, c'est beaucoup plus complexe que simplement une petite molécule qui est un peu plus à gauche, un peu plus à droite, un peu plus haute, un peu moins haute. Il y a un tuning qui est fait par le biologique et c'est un ensemble de facteurs qui fait en sorte qu'on a des sentiments pour une personne ou on a de l'aversion pour l'autre personne, voire on est indifférent à cette personne-là. On ne peut pas dire que c'est neurologique dans le sens que c'est pathologique, mais ça fait partie des activités qui sont produites par notre cerveau. Ma pensée, mes affects, mes émotions, ma capacité de sentir, ressentir ou de me déplacer, elle est neurologique. Donc dire que c'est neurologique, ça dit tout et ça dit n'importe quoi. L'autre chose aussi, c'est qu'on utilise beaucoup actuellement le terme génétique. On va dire que tel comportement, c'est génétique. Comme je le disais tout à l'heure, on peut se comporter dans notre vie de tous les jours en fonction des modèles que l'on a eus dans notre enfance. Donc, un enseignant, un coach, un parent peut avoir généré chez nous des patrons de comportement que l'on va reproduire. Et si c'est un patron de comportement qui a une tendance de bouger, par exemple, de bouger beaucoup, ou de s'activer, de faire du sport, de canaliser notre énergie dans un sens ou dans un autre, mais c'est certain qu'on peut mésinterpréter justement un ensemble de comportements en disant que c'est génétique, mais en même temps, qu'est-ce que ça veut dire? Souvent, quand on parle du TDA, du TDAH, on va dire que c'est génétique. Pourtant, actuellement, c'est une hypothèse scientifique. Il n'y a aucune étude qui a pu démontrer quel était ou quels étaient l'ensemble des gènes ou même un gène qui pourrait être impliqué dans le TDA ou dans le TDAH. La même chose dans beaucoup d'autres maladies
qu'on associe à des troubles en santé mentale. Donc, à partir de ce moment-là, dire que c'est génétique, on utilise peut-être le mot d'une manière pas tout à fait appropriée. Souvent, ça peut être héritable. Et il y a une différence entre c'est génétique et c'est héritable. Le côté héritable, c'est que quelque part, votre nom de famille, il est héritable. La tuberculose, elle est héritable. Pourtant, la tuberculose, c'est un virus. Ça veut juste dire que dans l'héritabilité d'une famille particulière, et c'est associé souvent avec des conditions de vie qui ne sont pas très intéressantes, d'accord, donc de la pauvreté, une malnutrition, une plus grande fragilité au niveau de la santé physique, eh bien, ces personnes-là pourraient avoir éventuellement une plus grande fragilité qui fait en sorte que la tuberculose va apparaître. Mais comme la tuberculose, c'est un virus, on ne peut pas dire que la tuberculose, elle est génétique, même si à l'intérieur de certaines familles, on va avoir des lignées de personnes qui sont plus à risque de développer la tuberculose. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a une confusion entre le côté génétique et le côté héritable. L'autre chose aussi, c'est qu'on ne se pose pas toujours la question par rapport à quoi serve le comportement. Le comportement, c'est un langage, surtout chez les enfants. Les enfants, ils n'ont pas encore atteint leur maximum de maturité, d'accord, ni affective, ni au niveau de leur fonction langagière. Et je vous dirais que la capacité de s'exprimer et de trouver les mots justes, c'est dans la trentaine qu'on va arriver à faire la juste part en l'usage des mots. Et encore, je suis certain que dans la quarantaine, dans la cinquantaine et dans la soixantaine, on en apprend à tous les jours. Pourquoi? Parce que la partie langagière qui est ici dans le cerveau, c'est une des parties qui se développe le plus lentement chez l'être humain. En fait, quand l'enfant va naître, c'est la partie émotionnelle, le tronc cérébral et émotionnel qui permettent la survie et les émotions brutes qui va être fonctionnelle. Progressivement, et ça va prendre 3 à 5 ans, il va avoir accès à la partie de l'hémisphère droit qui va lui donner toute la résonance affective. Et à partir de 11 ans, il va commencer à pouvoir avoir accès d'une manière assez intéressante à la partie gauche de notre cerveau, qui est le côté plus effectif, la capacité de prendre un peu de distance sur la vie qu'on mène et de développer une stratégie adéquate. Mais donc, ça prend du temps. Et si on reprend les zones qui sont au langage, c'est certain qu'il y a plus de neurones chez la fille que chez le garçon. Pourquoi? Parce que le garçon est prédestiné à les chasser, donc à se taire. On s'entend qu'on ne parlera pas beaucoup quand on est en train de faire de la chasse. Et la fille qui est au village, elle va transmettre la culture, les valeurs et l'amour, l'accueil, tout ce que une maman et une femme peut apporter de beau dans la vie d'un être humain, quel que soit son âge. Donc, le développement du cortex au niveau de gauche va demander beaucoup plus de temps et donc à ce moment-là, les comportements de l'enfant, aussi bien dans la petite enfance que dans l'enfance et dans la partie de l'adolescence, voire les premières années de l'âge adulte, on va retrouver qu'un comportement est un message. Quand un jeune claque une porte, c'est un message. C'est un message de colère. Mais parfois, c'est plus difficile d'hurler sa colère sur la personne qui a généré ou qui a fait en tout cas déborder le vase, plutôt que de claquer une porte. Le claquage de porte, on doit intervenir comme parent. On ne peut pas laisser ça. Il faut l'aider à mettre des mots sur sa colère de manière à ce qu'il puisse canaliser sa force de vie. Parce que quelque part, cette force de vie-là, c'est sa résilience. Donc, claquer une porte, ça a un sens pour le jeune. Donc, chaque comportement peut avoir un sens. Les pleurs, chez certaines personnes, ça représente vraiment un signe de dépression. Chez d'autres personnes, ça va être simplement la guérison dont je parlais tout à l'heure. Donc, moi, j'ai envie de vous communiquer aujourd'hui de faire attention quand vous lisez ou vous apprenez des choses sur Internet. Pourquoi? Parce que parfois, on fait dire à la science que la science n'a jamais dit. On utilise parfois des qui sont nécessaires, mais on utilise parfois également des outils ou des critères ou des informations qui sont tendancieuses et qui ne sont pas nécessairement à votre intérêt. Enfin, l'autre chose aussi, pour terminer, la psychiatrie, donc tout ce qu'on peut utiliser comme outil pour pouvoir diagnostiquer des troubles pédopsychiatriques ou psychiatriques, c'est une science clinique. Ça veut dire qu'elle se base avant tout sur l'art du thérapeute. Et l'art du thérapeute, c'est de pouvoir justement arriver à différencier le sens des comportements et de faire la distinction d'une personne à l'autre. Le gros bon sens, le gros jugement, ce n'est pas une science exacte. Le jour où, avant de diagnostiquer un trouble pédopsychiatrique ou psychiatrique, on fera passer un scan de manière à voir exactement qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du cerveau de la personne, comme on le fait
avec un cancer. Quand on pense qu'une personne a un cancer, on ne va pas lui donner de la radio ou de la chimio d'un coup. On va d'abord faire une biopsie, s'assurer qu'il y a bel et bien une problématique d'ordre de la santé et à ce moment-là, on va proposer une stratégie de guérison qui sera bien utile pour la personne pour qu'elle puisse arriver à recouvrer sa santé. En santé mentale, malheureusement, on n'utilise pas encore suffisamment les diagnostics à base de scan du cerveau et ça nous amène peut-être à avoir une surconsommation de certains médicaments, même si parfois le médicament peut avoir son sens, peut avoir son utilité, ça reste qu'il faut toujours faire attention. Et si vous débarquez chez le médecin en étant persuadé d'avoir telle ou telle caractéristique qui est similaire ou qui semble vous faire croire que vous avez un trouble, eh bien peut-être de faire attention parce que l'information est peut-être incomplète. Merci, au revoir.